Il y a des histoires qui dépassent complètement la fiction. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui, c'en est une. C'est l'histoire d'un homme, seul face à l'océan. Une lutte pour la survie qui va redéfinir les limites de ce qu'on croit être l'endurance humaine. C'est l'incroyable histoire de Stephen Callahan. Tout commence avec un bruit. Imaginez, une explosion, assourdissante, en pleine nuit. C'est le son qui met fin à un rêve et qui déclenche un cauchemar absolu. Pour Stephen Callahan, ce son, c'est tout simplement son monde qui s'effondre. Mais ok, avant d'en arriver au cauchemar, il faut comprendre qu'à la base, il y avait un rêve. Le rêve de cet homme, Stephen Callahan. Et attention, ce n'était pas n'importe qui. Un architecte naval, un marin chevronné, bref, un homme qui vivait et respirait pour l'océan. Et voilà son bateau, le Napoléon Solo. C'était bien plus qu'une simple coque de noix, c'était une extension de lui-même. Un petit voilier de moins de 7 mètres qu'il a imaginé et construit entièrement de ses propres mains. C'était ça son rêve, son ticket pour traverser l'Atlantique, en solidaire. Son voyage commence par une course, la Mini Transat. Mais une grosse tempête le force à abandonner. Qu'à cela ne tienne, il répare son bateau et, en janvier 82, il repart des Canaries. Normalement, c'est la partie facile du voyage, une navigation tranquille vers les Caraïbes. Sauf qu'au milieu de l'Atlantique, à des centaines de kilomètres de toute terre, l'océan va lui rappeler une chose toute simple. C'est lui le patron. Une semaine à peine après son départ, en pleine nuit noire, l'impensable se produit. Un choc d'une violence inouïe. On suppose que c'était une baleine. Quoi que ce soit, ça a littéralement éventré la coque du Napoléon Solo. Et là, dans sa tête, il n'y a aucun doute. C'est fini. L'eau s'engouffre à une vitesse terrifiante. Pensez-y, en moins d'1 minute, sa cabine est complètement inondée. Sauver le bateau, c'est déjà trop tard. Un autre combat vient de commencer, celui pour sa propre vie. Dans le noir complet, dans le chaos le plus total, il a moins d'1 minute pour réagir. Il réussit, on ne sait comment, à gonfler son radeau de survie et à sauter dedans, juste à temps pour voir son rêve sombrer dans les abysses. C'est le début d'une odyssée solitaire qui va durer bien plus de 2 mois. 76 jours. Il faut laisser ce chiffre résonner un instant. 76. C'est presque 3 mois. Seul, au milieu de nulle part, à la merci totale des éléments. Son univers, qui était l'océan tout entier, se résume maintenant à ça. Un petit habitacle d'à peine 1,70 m de diamètre. Une petite capsule orange, fragile, complètement insignifiante face à l'immensité et à la puissance de la mer. Bon, une fois que l'adrénaline du naufrage est retombée, la dure réalité s'installe. Et là, chaque jour devient une bataille. Chaque heure est une épreuve. Le combat physique, pour simplement rester en vie, commence. Et des ennemis, il en a partout. Le froid glacial des nuits, l'humidité permanente qui vous rentre dans les os, les plaies sur la peau, à cause du sel qui ne guérissent jamais, la soif, bien sûr, qui devient une obsession, la faim qui vous ronge, et comme si ça ne suffisait pas, les requins qui tournent autour. Les 2 premières semaines, c'est un calvaire. Il meurt de faim, il n'arrive pas à pêcher. L'épuisement le gagne, et avec lui, évidemment, le désespoir. Son corps commence à lâcher. Il va perdre 1/3 de son poids. Et puis, un jour, quelque chose d'étrange se produit. Un banc de dorades coryphènes, de magnifiques poissons, semble adopter son radeau. Ils restent là, avec lui. Grâce à un petit harpon, ils deviennent sa nourriture. Mais ils deviennent aussi ses seuls compagnons. Une relation complètement folle se noue entre le chasseur et ses proies, qui sont en quelque sorte sa seule famille. Le corps souffre, c'est une certitude. Mais l'esprit, lui, est au bord du gouffre. Et la guerre psychologique contre la solitude et la peur est peut-être encore plus redoutable que la faim elle-même. Au début, c'est un chaos total dans sa tête. Le traumatisme du naufrage, c'est un bruit de fond permanent. La peur, les regrets, l'instinct de survie, tout se bouscule violemment dans son crâne. Pour ne pas sombrer dans la folie, il va instinctivement déployer une stratégie de survie mentale incroyable. Il se dissocie. En gros, il se divise en 3. D'un côté, il y a le corps qui souffre. De l'autre, les émotions qu'il submerge. Et au-dessus, une 3e entité, le capitaine. Son côté rationnel, logique, qui prend les commandes. Et ça donne un dialogue intérieur constant. La partie émotionnelle qui crie « J'en ai marre, j'ai faim, j'ai mal, j'ai peur » et la voix du capitaine qui répond « Calme, concentre-toi, tu ne peux même pas te permettre de pleurer, ce serait gaspiller de l'eau. » C'est hallucinant. Son seul refuge, c'est son esprit. Il s'évade en imaginant des festins, en redessinant des bateaux dans sa tête. Et ce ne sont pas juste des rêves pour fuir la réalité, non. C'est une raison de tenir, un but auquel se raccrocher pour ne pas lâcher. Alors qu'il a trouvé une sorte d'équilibre précaire entre survie physique et mentale, l'épreuve ultime se présente.
l'événement qui va le pousser bien au-delà de ses limites. On est au 43e jour. En chassant son repas, une dorade particulièrement puissante se débat et casse la pointe de son précieux harpon, son seul outil pour manger. La flèche brisée, projetée avec force, se retourne contre lui et transperce la paroi de son radeau. L'air s'échappe dans un sifflement sinistre. Son monde, littéralement, se dégonfle. Là, c'est le coup de grâce. Le découragement est total. Après des jours à essayer de réparer, à bout de force, il s'effondre. Il a tout enduré, mais cette fois, il sent que c'est la fin. C'en est trop. Il se laisse aller, prêt à mourir. Mais même au fond de cet abîme de désespoir, il y a toujours cette petite voix qui persiste, celle du capitaine. Ce moi rationnel qui refuse d'abandonner et qui, machinalement, continue de chercher une issue. Et la solution va venir de l'objet le plus inattendu qui soit, une simple fourchette. Une bête fourchette de camping qui va devenir l'outil de sa résurrection. C'est un éclair de génie. Il ne voit pas une fourchette, il voit une pièce de métal. Une goupille. Son plan est d'une ingéniosité folle. Il perce des trous de part et d'autre de la déchirure, il glisse une rustine à l'intérieur du boudin et il utilise le manche de la fourchette comme un axe pour tout bloquer ensemble. Une réparation qui défie toute logique, mais ça marche? Il a affronté la mort une première fois avec le naufrage et une deuxième fois ici. Il a connu le désespoir absolu et par 2 fois il l'a vaincu. La réparation tient. Il a survécu à l'insurmontable. Le combat n'est pas tout à fait terminé, mais le plus dur est passé. Le courant et les vents le poussent maintenant inexorablement vers les Caraïbes. Le sauvetage est proche. Le 76e jour, au large de l'île de Marie-Galante, en Guadeloupe. Ironiquement, ce sont des oiseaux, attirés par les dorades qui le suivent toujours, qui vont alerter des pêcheurs. Ils s'approchent et découvrent cet homme hagard, à peine vivant, sur son radeau à moitié dégonflé. Ses premiers instants sur la terre ferme sont une véritable renaissance. Chaque sensation est nouvelle, amplifiée. Après des mois de bleu et de gris, le simple vert de la végétation est une explosion de vie. Il le dit lui-même, c'est comme naître une seconde fois. Cette épreuve ne lui a pas seulement laissé des cicatrices, elle l'a refaçonné. Il y a découvert une force qu'il ignorait posséder, mais a aussi été confronté à sa propre fragilité. Il en ressort transformé, avec une connexion bien plus profonde et humble avec la nature. Finalement, l'histoire de Stephen Callahan est plus qu'un simple récit de survie. C'est une plongée dans les profondeurs de la psyché humaine, qui nous force à nous interroger. Face à l'impensable, de quoi sommes-nous réellement capables? Et que reste-t-il de nous une fois que tout nous a été enlevé?